Parfait. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la digitalisation et de son impact carbone. Donc, à travers les présentations qu'on a eues avant, on a pu entendre parler... Alors, je me présente tout d'abord. Je ne suis pas informaticien. Donc, beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui, je les ai comprises d'une façon haut niveau. Ce que j'ai compris, c'est qu'on fait de plus en plus de lignes de code, qu'on utilise de plus en plus le cloud et qu'on va vers le virtuel. Donc, aujourd'hui, on se digitalise d'un point de vue non informaticien. Et nous allons voir, je vais vous présenter aujourd'hui quel est l'impact carbone de cette digitalisation et de la société et de l'industrie. Alors, comme avec Damien, merci beaucoup Damien pour l'invitation et à l'API pour m'inviter. Alors, je m'appelle Ivan, je suis le fondateur d'une start-up neuchâteloise qui est incubée à Microcity, qui s'appelle Canopé. Et je suis aussi membre scientifique du comité de l'Institut numérique responsable suisse. Alors tout d'abord, Canopé est une jeune start-up qui a 1 an. Et qu'est-ce que l'on fait? Alors, on est entre une start-up et un consulting, on commence par du consulting. Ce qu'on fait, c'est on déploie des stratégies numériques responsables dans les organisations. C'est-à-dire comment utiliser mieux l'informatique d'un point de vue responsable. Alors, petite question comme ça à main levée. Parmi vous qui a entendu parler ou qui connaît le Green IT? Parfait. Allez, on va dire un peu plus de 50%. Donc nous, ce qu'on fait, c'est du Green IT. Donc comment on le fait? On accompagne les organisations à mesurer leur empreinte numérique. Par exemple, en janvier, on va accompagner la ville de Lausanne et nous avons déjà accompagné des entreprises aussi, des fournisseurs d'accès Internet. On les sensibilise et on les forme pour les bons gestes numériques. Et finalement, on est aussi auditeur au label numérique responsable. Donc ça, c'est le côté consulting. Maintenant, on se lance dans la partie start-up. On est en train de créer une plateforme pour qu'on se passe de cette partie consulting qui prend du temps et qui coûte très cher pour faire tout en ligne. Et d'un autre côté, je suis le co-responsable du comité scientifique de l'Institut numérique responsable suisse. Nous sommes un institut à but non lucratif, présent en Suisse, en Belgique et en France. Voilà, on couvre une certaine quantité d'objectifs de développement durable. Nos objectifs sont 2, c'est de promouvoir les bonnes pratiques numériques responsables pour tous les secteurs de la société, particuliers, organisations et administrations publiques. Et aussi, nous travaillons sur un rapport sur l'état du numérique en Suisse. Où est-ce qu'on en est sur le numérique dans les écoles, dans l'administration publique, à la maison, au travail, dans le PIB, dans l'économie. Donc aujourd'hui, il n'existe pas un état de lieu de ce genre. Alors, on va commencer par une anecdote. Alors, je ne sais pas si vous saviez que pendant mes 25 minutes de présentation, vous allez être dérangé entre 3 à 4 fois par des messages WhatsApp ou des emails. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on vit dans une société hyper connectée. Et je ne vous apprends rien. En 2020, à chaque minute, 42 millions de messages WhatsApp ont été envoyés et plus de 200 millions de mails ont été envoyés à chaque minute. Pour une personne normale, moyenne, une année, on consomme 4000 gigas de données. On peut le voir avec la réalité virtuelle, on peut le voir avec l'utilisation du cloud, le codage, etc. Ce qui est énorme. Donc ça, c'est une phase de la digitalisation. Et d'un autre côté, nous avons un sujet assez actuel qui est le réchauffement climatique. On s'est mis des grands objectifs pour l'agenda 2030, mais pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous allons faire face à des pénuries de ressources naturelles. Alors on parle beaucoup de pétrole, mais dans 5 à 6 ans, on va commencer à manquer d'éléments, de composants pour fabriquer des pièces électroniques. Le but de ma présentation, c'est de vous montrer que l'immatériel, le cloud, est bien matériel et qu'il pollue beaucoup. Pour certaines entreprises, la pollution numérique, la pollution engendrée par son système d'information représente jusqu'à 30% de sa pollution totale. Donc le but aujourd'hui, ce n'est pas de dire non, la technologie, c'est pas bien, c'est de faire attention à comment on l'utilise. C'est ce qu'on appelle le Green IT. Alors, est-ce que parmi vous, il y aurait un volontaire ou une volontaire pour définir, d'après vous, qu'est-ce que c'est le numérique? Parce qu'on en entend beaucoup parler, il y a beaucoup de greenwashing. Est-ce que quelqu'un ose prendre le courage et dire, d'après vous, qu'est-ce que c'est le numérique? Alors, le numérique, on peut le définir par 3 piliers. Le premier, c'est l'informatique. Je pense que vous êtes très à l'aise avec ce sujet.
Donc l'informatique, c'est la partie, on va dire, matérielle, avec les ordinateurs, smartphones, etc. Mais on a aussi la partie logicielle. Ensuite, on a la branche Internet. Sans Internet, on ne peut pas communiquer. Et il nous faut des réseaux de télécommunications pour nous transmettre toutes ces données qu'on s'envoie avec WhatsApp, YouTube, peu importe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les réseaux de télécommunications, que vous savez très bien, sont connectés principalement non pas par des antennes, mais par des kilomètres de fibres, des câbles de fibre optique. Si on mettait bout à bout tous les câbles de fibre optique, on pourrait faire aujourd'hui 32 fois le tour de la Terre. Et ce chiffre-là date avant la pandémie. Alors, en 2020, 59% de la population mondiale avait accès à Internet, c'est-à-dire 7% de plus par rapport à 2019. Principalement, c'est 300 millions de personnes qui viennent principalement de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est. Voici ce qui se passe en 1 minute en 2021. On envoie plus de 69 millions de messages WhatsApp et Facebook. Nous avons 2 millions de swipes sur Tinder, donc c'est un bon marché. Nous avons à peu près 700 000 stories qui sont publiées sur Instagram. Donc nous voyons vraiment que nous sommes dans une société hyper connectée. Alors ici, j'ai repris une citation que j'avais bien aimée, c'était « Aujourd'hui, il faut communiquer tout ce que l'on peut communiquer le plus rapidement possible, communiquer à tout instant, communiquer, communiquer, communiquer. » Donc, ce graphique, ce schéma nous montre bien que nous sommes tout le temps à l'écoute de notre smartphone et de ce que pensent les autres. Cela engendre l'hyperconnectivité. Aujourd'hui, qu'on aille à la forêt, au lac, au travail, à la maison, au cimetière, peu importe où, on a Internet, on a la 4G et on a encore plus de chance, on a de la 5G. Donc cette hyperconnectivité entraîne l'hyperdisponibilité. C'est quoi? Ça veut dire que puisque je peux être connecté à tout moment, je vais recevoir à tout moment les messages. Et donc la personne qui m'envoie le message va attendre de moi que je réponde tout de suite à ce message. Et si je ne le fais pas, elle va se fâcher. Moi, ça m'arrive, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, qu'on m'envoie un message, que je le vois, la personne voit que j'ai les 2 petits raies bleus, mais que je ne réponds pas. Donc ça va l'énerver, elle va m'appeler, elle va me dire « Pourquoi tu n'as pas répondu ?» Et moi, ça va me créer un stress parce que je me sens plus libre. Donc, c'est le phénomène d'hyperdisponibilité. Donc, finalement, on peut dire que je communique, donc j'existe. Donc, l'inverse, c'est aussi pareil. Aujourd'hui, si je ne communique pas sur les réseaux sociaux, je n'existe pas aux yeux de la société. Et encore plus dans cette société aujourd'hui, post-Covid. Alors, on parle souvent de combien de temps on passe devant les écrans. Est-ce que c'est bon pour les enfants, etc. En 2020, pour une personne moyenne, il a été calculé que par jour, on surfe 6h30 sur Internet, 2h30 sur les réseaux sociaux, 3h18 à regarder la télé, 1h30 sur des applications musique comme YouTube par exemple, et 1h10 sur les consoles. Alors oui, il n'y a pas tout le monde qui va regarder la télé, il n'y a pas tout le monde qui va être sur les réseaux sociaux, mais c'est une moyenne. En tout, on est entre 13 et 15 heures d'écran par jour pour une personne adulte, ce qui est énorme. Alors, quand on parle de digitalisation, et ça a été évoqué, on parle de Internet of Things, de IoT. Donc, je ne vais pas forcément m'entretenir parce que vous le savez très bien ce que c'est. Au travail, des exemples simples, on a le laptop, le smartphone, les écrans et tout ce qui est connecté au cloud. Donc, tout ça va générer des données qui vont devoir être stockées quelque part dans des serveurs. Mais à la maison, nous avons aussi des IoT. Nous avons le frigo connecté, on peut contrôler la température à distance. Nous avons les smartwatches. Il y a les raquettes connectées. Je ne sais pas si parmi vous, il y a aussi des fans de tennis. Moi, je suis assez fan de tennis. Et je vais citer la marque, avec Babola, vous pouvez mesurer la force et l'angle avec laquelle vous frappez la balle. Assez surprenant, je me suis mesuré, je suis à quelques années-lumière de battre Federer, mais on voit que même dans le domaine du sport, on commence à voir l'IoT. Et finalement, les voitures connectées, donc on peut citer Tesla. Elon Musk a dit que les Tesla, ce n'est pas des voitures. Tesla, ce sont des ordinateurs avec des roues, des pneus. Il ne considère plus la voiture comme une voiture. C'est vraiment un ordinateur avec plein de capteurs. Donc là, on voit bien qu'on est entouré de IoT.
Donc plus on a de IoT, on disait qu'il y en avait de plus en plus, on compte qu'aujourd'hui, il y en a entre 25 et 40 milliards d'objets connectés sur Terre. Et on sait qu'il n'y a que 60% de la population qui a accès à Internet. Donc ici, un graphique qui montre la taille de la datasphère, c'est-à-dire la quantité de données que l'on produit. La première conclusion qu'on peut en tirer, elle est très simple, c'est que c'est une croissance exponentielle. La deuxième, c'est que si on prend en 2021 et 2025, la comparaison, en 2025, nous allons produire 3 fois plus de données qu'en 2021. Ce qui est normal parce qu'on a de plus en plus d'objets connectés parmi nous. La deuxième conclusion qu'on peut faire, c'est que plus on va générer des données, plus on aura besoin d'équipements, soit pour les générer, soit pour les traiter, soit pour les conserver. Si on prend l'exemple des centres de données, plus on aura de données, plus on va avoir besoin de serveurs. Plus on aura besoin de serveurs, plus on aura besoin d'électricité. Plus on aura besoin d'électricité, plus on aura besoin de la produire et donc d'émettre du CO2. Donc là, on a vraiment une corrélation entre plus le nombre de data augmente, plus la quantité de CO2 équivalent émis va augmenter. Donc ce trafic Internet, où il se trouve aujourd'hui? Toujours en 2020, la moitié du trafic Internet passe par les mobiles et ça augmente. Ensuite, c'est les ordinateurs portables, les tablettes et d'autres appareils comme les PlayStation, les consoles. Donc ici, on voit qu'il y a une prédominance du mobile, du fait parce qu'on le peut prendre partout, donc d'où l'essor des applications mobiles. Ici, un graphique qui montre quelle est l'évolution du CO2 du numérique en fonction de soit on fait rien, soit on fait quelque chose. Soit on fait rien, et du coup, aujourd'hui, le numérique représente 4% des émissions mondiales de CO2, autant que l'aviation, vous avez dû l'entendre. Soit, et on va augmenter jusqu'à 8% si on fait rien, c'est-à-dire autant que tout le trafic routier mondial d'ici 2025. Soit on commence à implémenter le Green IT, la sobriété numérique, partout. Ça ne veut pas dire de ne pas utiliser la technologie, mais de l'utiliser de façon plus responsable. Et on peut toujours avancer de façon responsable. Et on en atteindra les 5%. À savoir qu'aujourd'hui, le numérique, la pollution du numérique augmente de 9% tous les ans. Et les entreprises ne le prennent pas en compte. Alors on parlait de pénurie de ressources. Ce graphique nous montre quelle est la durée de vie des réserves rentables de la plupart des composants qui sont des matériaux, des éléments qui sont présents dans les équipements électroniques. Quand on parle de durée de vie de réserve rentable, qu'est-ce que c'est une réserve rentable? C'est tout simplement, est-ce que quand je vais aller ouvrir une mine, est-ce que le coût d'exploitation de la mine va être inférieur au coût de vente? Aujourd'hui, on se rend compte, il y a 100 ans, ou il y a 50 ans, quand on trouvait du pétrole, avec un bidon de pétrole, on pouvait en extraire 100. Aujourd'hui, pour un même bidon, on en extrait 57. Donc on voit qu'il faut de plus en plus d'énergie, d'investissement pour extraire une même quantité d'éléments. Donc si on prend la quatrième ligne, l'or, on se rend compte qu'il nous reste 18 ans de réserve rentable d'or avant qu'on ait une pénurie. 7 si on continue à grandir dans ce qu'on appelle le boom actuel. Donc ce graphique nous met face à quelque chose qui nous dit le cloud n'est pas illimité, le cloud n'est pas immatériel, le cloud, les énergies renouvelables qui se basent aussi sur ces éléments-là, ce n'est pas des ressources renouvelables. C'est faux quand vous entendez des ressources renouvelables. Ce n'est pas renouvelable parce qu'elles reposent sur des composants qui, eux, sont limités, ils ne sont pas renouvelables. Donc aujourd'hui, on parle de transition numérique, de digitalisation. On pousse les entreprises, la société, les écoles, l'administration publique à tout digitaliser parce que l'on pense que le digital a moins d'impact que le papier, par exemple, alors que ce n'est pas forcément vrai, ça dépend à chaque fois. Donc on a une transition numérique et nous avons une transition environnementale. On veut se passer des énergies fossiles, on veut tout remplacer par des panneaux photovoltaïques, on veut mettre des éoliennes, etc. Mais ce qu'on ne sait pas, ou ce qu'on ne dit pas, c'est que toutes ces technologies reposent aussi sur ces composés. Donc, on a une course entre la transition numérique et la transition environnementale. Et quelle est la solution? Quelle est une des solutions? C'est le numérique responsable. Le numérique responsable repose
à dire est-ce que j'ai besoin de numériser? Oui. Est-ce que je peux le faire d'une façon pour obtenir les mêmes résultats, mais en évitant de consommer une grande quantité de ressources? Oui. Et comment je fais ça pour l'allier avec la transition environnementale? Donc finalement, le numérique n'est pas si matériel. Nous avons vu que ça représente en 2020 déjà presque 4% de toutes les émissions mondiales de CO2. Il consomme plus de 10% de la consommation électrique mondiale. Pour 2025, on estime par exemple qu'en Irlande, où il y a les plus grands centres de données des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft en Europe, on considère que juste les centres de données vont consommer entre 25 et 33% de toute la consommation nationale en électricité. En eau, ça représente 0,2% de l'eau potable mondiale. Vous allez me dire c'est très peu, peut-être, mais 0,2%, ça représente 100 milliards de douches en eau potable. Et finalement, plus de dispositifs. On estime qu'en 2050, nous aurons 1000 milliards d'objets connectés qui vont être sur la planète. Donc ça, c'était le côté introduction au numérique. Nous allons voir maintenant comment le numérique se retrouve dans les entreprises. Nous avons vu code, cloud, réalité virtuelle. Donc aujourd'hui, les entreprises font un grand effort à se tourner vers des énergies renouvelables, de se passer du fossile, à limiter ces transports en utilisant soit des moyens moins polluants, soit avec la visioconférence, une alimentation plus saine et en exigeant de plus en plus de certificats à ces fournisseurs environnementaux. Mais le système informatique est oublié dans cette histoire. Pourquoi? Parce que le cloud ne pollue pas, le cloud est immatériel, un email ne pollue pas, une vidéo ne pollue pas. Fabriquer un ordinateur, ça ne pollue pas, ça paraît... Quand on fait des enquêtes dans les entreprises, les gens ils sont plus concernés à devoir imprimer une feuille de papier que d'acheter un nouveau ordinateur qu'on va remplacer parce que l'autre il a 2 ans. Pour vous dire à quel point aujourd'hui la problématique est peu connue. Alors quelques exemples de pollution environnementale de certains équipements informatiques. Fabriquer un ordinateur, c'est émettre, ça génère 400 kg de CO2 et ça nécessite plus de 1200 litres d'eau. Pour un smartphone, c'est 33 kg de CO2 et 160 litres d'eau. Pour un serveur qui va tourner H24 sur un centre de données, ça va être 600 kg. Là, on ne parle que de la fabrication, on ne prend pas en compte l'utilisation ni le recyclage. Et peut-être vous avez entendu parler, envoyer un mail, regarder une vidéo, faire une vidéoconférence, ça pollue aussi parce qu'on va traiter des données. On va les transmettre, on va les générer, transmettre et les conserver. Alors c'est bien beau, Ivan, de dire qu'un ordinateur, ça pollue 400 kg de CO2. Mais qu'est-ce que ça représente, 400 kg de CO2? Ça représente 2000 km en voiture légère. Ça représente plus de 200 000 km en train à grande vitesse. Ça représente 55 repas avec de la viande ou environ 800 repas avec des repas végétariens. Et ça représente aussi l'équivalent de 22 jours de chauffage pour un foyer normal. Donc oui, quand on se digitalise dans une entreprise, on est en train d'avoir un impact qui doit être mesuré et contrôlé. Alors, prenons un exemple. Pour une organisation qui a 50 collaborateurs, la fabrication de son système d'information, du matériel nécessaire, ça représente 34 tonnes de CO2 et environ 140 000 litres d'eau. Pour l'utilisation annuelle, cela représente à peu près 1 tonne de CO2 pour 50 collaborateurs. Et en équivalent, la fabrication du système d'information représente 180 000 km en voiture et plus de 1400 arbres qui sont utilisés pour stocker et transformer le CO2. Alors, quelques chiffres clés qu'on peut montrer, c'est que aujourd'hui, le système d'information prend de plus en plus d'importance dans les organisations. En déployant une stratégie numérique responsable, on peut réduire jusqu'à 25% la consommation électrique, soit des logiciels, soit des équipements, soit de l'infrastructure informatique. Ensuite, on peut réduire jusqu'à 33% le volume du parc informatique des organisations. D'un point de vue environnemental, nous avons vu que l'empreinte environnementale peut atteindre jusqu'à 30% pour le système d'information. Elle représente déjà 4% des émissions totales.
Mais il y a aussi le côté social. Les mines où on vient extraire tous ces minerais et composants pour la fabrication du matériel informatique sont la plupart en Chine et en Afrique. Et on ne respecte pas les droits de l'homme dans ces pays-là. On va utiliser des enfants, on va utiliser des hommes qui vont travailler 16 heures à 40 mètres sous terre avec une lampe torche et presque un couteau pour aller gratter les matériaux. Et on va utiliser des mineurs dans les usines de fabrication en Chine. Pourquoi? Parce que les mineurs se plaignent moins, gagnent moins d'argent et ils sont plus manipulables. Donc aujourd'hui, utiliser responsablement et durablement le système informatique, c'est jouer sur l'empreinte économique, environnementale et sociale. Quelles raisons pour déployer un numérique responsable? Tout d'abord, les valeurs de la société. 46% des consommateurs sont prêts à payer plus pour une marque responsable et 70% des 18 à 30 ans placent le sens au travail avant la rémunération. Ensuite, il y a le deuxième souci, c'est l'approvisionnement en matières premières. Vous êtes sûrement au courant des problèmes de semi-conducteurs en Chine. Donc, comment faire face à des problèmes de tensions géopolitiques, manque de ressources premières, ressources naturelles, etc. C'est important. La législation est aussi en train d'évoluer. Que ce soit en Suisse, en France ou dans l'Union européenne, les lois commencent à restreindre l'utilisation, la fabrication et le recyclage des dispositifs informatiques. Par exemple, quelques exemples. En France, nous avons des indices de réparabilité. Quand on va acheter un smartphone, on va pouvoir, si on va à la FNAC, on aura le smartphone A et le smartphone B. On va savoir que le smartphone A est réparable avec une note sur 10, 5 sur 10, et l'autre, il est 8 sur 10. Donc le consommateur pourra faire le choix de dire « je vais acheter celui qui est plus réparable ou pas ». Et le même indice apparaîtra en 2024 sur quelle est la durée de vie de l'appareil que je suis en train d'acheter. Mise à disposition de pièces détachées. Et à partir de 2022, dans quelques mois, les fournisseurs d'accès à Internet, Orange, Vodafone et autres, seront obligés par loi d'afficher l'empreinte carbone à ces utilisateurs du fait du nombre de données qu'ils ont utilisées. Donc, si vous allez en France et que vous prenez un forfait, vous allez savoir combien de données vous avez utilisées en un mois et combien de CO2 ça représente. Mais l'Union européenne va beaucoup plus loin, et ça fait déjà 1 an qu'ils travaillent sur cette thématique. Ils parlent d'un indice de numérique durable à niveau européen. Ils sont en train de mener des campagnes de sensibilisation. Ils évaluent l'impact des pratiques des infrastructures, notamment pour les centres de données et les fabricants d'équipements numériques. Ils vont légiférer pour réduire le volume de production et les déchets électroniques. Et ils vont soutenir à travers des promotions économiques les produits d'occasion réutilisés et recyclés. Autant pour la partie hardware comme pour la partie software. Donc finalement, il y a aussi l'image et visibilité. En tant que site internet, on peut le éco-concevoir, c'est-à-dire utiliser moins de code, utiliser les images de façon différente, moins de vidéos, etc., etc. Cela rendra notre page plus légère, elle sera mieux visible sur Google ou sur un autre moteur de recherche, et ça nous fera gagner de la visibilité. Comme nous avons vu, il y a des gains économiques en faisant une stratégie numérique responsable. Les concurrents commencent à s'aligner par rapport à ça. Nous avons déjà Microsoft, Apple et autres qui sortent des produits pour mesurer son empreinte numérique, et ça nous permet d'atteindre plus rapidement nos objectifs de développement durable. Alors, si vous êtes intéressé à mesurer votre empreinte numérique, que ce soit à la maison, soit au travail, en premier, vous pouvez déjà aller sur le site de l'Institut du numérique responsable et utiliser leur calculette numérique. En gros, ils vont vous faire demander votre inventaire de matériel, combien de PC, combien d'emails vous envoyez, combien de gigas vous avez dans le cloud, combien de smartphones vous avez, etc. Et à la fin, vous aurez une note en kilogrammes de CO2 et des équivalents. Ça peut être des pulls polaires, des ampoules allumées pendant des années, etc., etc. Et le deuxième, il s'appelle Carbon Analyzer. Peut-être parmi d'entre vous, vous l'avez déjà entendu parler. C'est une extension, c'est un plugin qu'on peut ajouter sur Mozilla ou sur Google Chrome. Et en fait, il va traquer votre navigation, il va savoir combien de données vous avez téléchargées, il va associer cette quantité de données à une quantité d'énergie consommée, et en fonction du pays où vous êtes, cette énergie qui sera produite soit par le charbon, par exemple aux États-Unis ou en Asie,
ou en Suisse avec de l'hydraulique ou des énergies renouvelables, vous aurez votre impact CO2. Donc, pour le travail et pour la maison. Alors en Suisse, il y a déjà de nombreuses organisations qui se tournent vers le numérique responsable. Nous avons le canton de Genève, la ville de Genève, le service industriel de Genève, nous avons la ville de Lausanne, nous avons aussi d'autres partenaires que je n'ai pas encore cités ici. Il y a Schneider Electric en France qui a estimé que juste l'utilisation responsable de son parc informatique leur permettrait de gagner 10 millions d'euros par année et d'économiser plus de 60 000 tonnes de CO2 annuellement. Donc il y a des grands groupes, EDF, Orange et d'autres. Alors ça, c'était le côté négatif du numérique, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour agir au quotidien? Alors, la première chose, c'est un peu comme tout, c'est de limiter l'achat de nouveaux équipements. La fabrication d'un équipement électronique représente entre 60 et 80% de l'empreinte CO2 et environnementale totale. C'est-à-dire que si vous achetez un nouveau smartphone, vous avez beau faire les meilleures bonnes pratiques d'utilisation, vous allez jouer que sur 20% de l'impact total. Donc, essayez d'étendre la durée de vie au maximum. Si vous avez besoin d'acheter, achetez reconditionné et recyclez correctement les déchets. Ne les jetez pas dans une poubelle normale. Si vous devez acheter des équipements nouveaux, vous pouvez acheter des équipements avec des certificats environnementaux. Peut-être que vous les connaissez déjà. Energy Star, c'est un label américain qui dit voilà, cet équipement utilise efficacement l'électricité, il est peu consommateur en énergie. HRAE, c'est un label pour les serveurs dans les centres de données qui permet d'augmenter la température des centres de données et d'éviter ou de réduire la quantité d'électricité utilisée pour le refroidissement des serveurs. Et TCO, c'est le même label que Energy Star, mais c'est l'équivalent européen. Quand vous devez stocker vos données sur un centre de données, donc tout le temps dans le cloud, privilégiez des centres de données verts. Alors, la question c'est comment je sais s'ils sont verts? Tout simplement, si sur leur site internet, ils ont indiqué qu'ils ont signé la charte de bonne conduite européenne, c'est qu'ils sont verts. Implémenter la sobriété numérique. Vous qui êtes informaticien, quand vous devez développer quelque chose ou utiliser un logiciel, c'est est-ce que je peux le faire aussi bien, voire mieux qu'avant, mais en utilisant moins de ressources, moins d'électricité, moins d'énergie ou moins de lignes de code, par exemple. Et finalement, sensibiliser et former les collaborateurs, mesurez votre empreinte numérique, que vous soyez indépendant ou salarié. C'est important de savoir parce que de plus en plus, les États, les administrations publiques, mais les entreprises vont exiger à leurs fournisseurs d'être le plus économe possible dans l'empreinte CO2. Donc finalement, implémenter une stratégie numérique responsable, c'était un choix, ce ne l'est plus maintenant. Et pour finir, je vais deux citations que j'aime beaucoup. La première, c'est choisir un futur technologique, c'est choisir un certain avenir sociétal. En fonction de la technologie que l'on va choisir, on va faire un choix de société. On le voit en Chine, où on commence à contrôler tout le monde à travers la surveillance de masse. Et la deuxième, c'est que la technologie ne sera ni plus ni moins écologique que nous le serons. Donc on a beau faire les meilleures pratiques numériques, si nous-mêmes nous ne sommes pas convaincus que tout ce que l'on fait a une empreinte, la technologie ne le résoudra pas. C'est juste une copie de nos pensées. Donc merci beaucoup. Et est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai pu partager ?